sur France Inter. Notre invité cette semaine est l'ancien ministre de l'Éducation, notamment candidat à la primaire de la gauche. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Avant vous. de vous interroger avec mes trois colocataires, votre portrait avec Karine Bécard. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Benoît Hamon, vous seriez donc ce candidat initialement inoffensif, dont personne du coup ne s'est méfié, mais qui serait désormais sérieusement en train de monter à 2 semaines tout juste du premier tour de la primaire de la gauche. Autrement dit, vous seriez donc un quasi-inconnu dont les bonnes idées auraient fini par vous révéler. Sauf que quasi-inconnu d'abord, vous ne l'êtes pas. Enfin si, du grand public qui vient de découvrir votre air sympathique, vos jolis yeux clairs et vos épaules pas forcément charismatiques. En revanche, Benoît Hamon, vous êtes fort bien installé depuis très longtemps maintenant dans toute la classe médiatico-politique. Cela fait 30 ans que vous êtes au Parti socialiste. Vous avez présidé pour commencer les jeunes du MJS avant d'être repéré par Lionel Jospin qui vous a présenté à Martine Aubry qui a fait de vous l'un de ses conseillers quand elle est devenue ministre. Aujourd'hui, vous dites de la maire de Lille qu'elle vous a beaucoup appris et beaucoup impressionné. Et pourtant, c'est amusant, ça ne vous a pas empêché de la défier. Quand elle décide d'être candidate au poste de première secrétaire du PS, c'était en 2008, vous êtes sur les rangs également. Et peu importe qu'elle vous exhorte de la rejoindre avant le congrès de Reims, vous avez de toute façon décidé, vous, d'aller jusqu'au bout. Ambition payante, puisqu'en échange, Martine Aubry, gagnante, vous nomme porte-parole de la rue de Solferino. Vous devenez le porte-parole parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'un. Un seul à avoir accès à tous les médias, à être sollicité en coulisses par tous les journalistes et invité en plateau et en studio par toutes les télés et les radios. Donc, peu connu des Français, aujourd'hui peut-être, mais à bientôt 50 ans, Benoît Hamon, avec le parcours qui est le vôtre, vous êtes un candidat bien entouré politiquement et très introduit médiatiquement. Mais ce sont ses idées, surtout Karine, et la manière qu'il a de les exprimer, qui l'ont visiblement fait émerger. Oui, vous êtes en train tout simplement de réussir à convaincre les gens que vous avez travaillé et que vous savez de quoi vous parlez. Le b.a.-ba semble-t-il en politique, mais tous vos concurrents manifestement n'y arrivent pas. Est-ce que ce sont vos origines assez modestes, une mère secrétaire et un père ouvrier sur les chantiers navals de Brest qui vous font mieux flairer et mieux relater ce qui se passe dans la société ? L'explication, vous en conviendrez, paraît un peu facile. D'autant que vous, l'élu de Trappes, depuis quelques années tout de même, Trappes en banlieue parisienne, une banlieue difficile, vous n'étiez jamais parvenu à tenir et à faire entendre ce discours qui est le vôtre aujourd'hui. Alors est-ce que ce sont plutôt vos allers-retours entre la France et les États-Unis? Vous rencontrez régulièrement l'ancien candidat à la primaire démocrate, Bernie Sanders, ou ses équipes. Est-ce que ce sont ces échanges qui vous ont nourri? Probablement un petit peu plus. Mais c'est en réalité surtout votre nomination au ministère de l'économie sociale et solidaire qui vous a changé, qui vous a changé. Vous, le licencié en histoire, autant dire rien à voir, vous avez dû bûcher beaucoup pour apprivoiser cette nouvelle matière. Et vous avez découvert, Benoît Hamon, une sorte de nouvelle voie, de troisième gauche, qui promet un autre modèle de développement, avec notamment ce que vous proposez désormais, la mise en place d'un vrai revenu universel, un sujet dont vous ne parliez absolument pas il y a seulement 6 mois. Mais là où vous êtes vraiment très fort, Benoît Hamon, c'est qu'avec tout cela, vous nous feriez presque oublier que c'est vous et votre ami Arnaud Montebourg qui avez poussé Manuel Valls à Matignon, parce qu'il y a encore 2 ans seulement, la ligne sociale libérale pouvait, ma foi, convenir au nouveau ministre de l'Éducation nationale, puisque ça lui permettait tout simplement de grandir. Merci Karine Bécard. Benoît Hamon, un commentaire à ce portrait. Bon, il y a du vrai. Mais vous avez haussé les épaules souvent. Vos épaules pas très charismatiques. Non. Je cite. Non, mais c'est toujours délicat ce genre d'exercice. D'abord Ouais. pour l'auteur de l'exercice lui-même, Merci. puis pour celui qui l'écoute, parce qu'il y a des parties prises que je comprends parfaitement dans un exercice journalistique, et qu'on ne se reconnaît jamais véritablement dans aucun portrait. Je suis d'accord sur une chose, j'ai échangé avec le Ministère. ministère de l'économie Économie sociale et sociale et solidaire dans la découverte en tout cas de modèles entrepreneuriaux, d'entreprises qui choisissent d'être privées non lucratives et donc de consacrer l'essentiel de leurs bénéfices à la réinjecter dans l'activité de l'entreprise elle-même, et qui avaient des formes de conciliation entre la recherche du développement économique, donc dans l'enrichissement de l'entreprise, et de l'impact social et environnemental de l'activité de cette entreprise, qui me sont apparues comme très prometteuses et qu'il fallait développer. Et je crois qu'il y a là une voie incontestable pour la France, surtout qu'on a une excellence dans ce domaine-là, dans le domaine du logement social, dans le domaine de la complémentaire santé et des mutuelles, dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, qui peut être un argument
même dans les stratégies d'influence de la France. Il me semble qu'il y a un modèle français autour de l'économie sociale et solidaire qu'il faut pouvoir valoriser et pas simplement considérer que la diplomatie de la France consiste à défendre nos intérêts, vendre quelques missiles, avions et autres génies civils. Il y a dans le modèle social français à exporter aussi un peu de notre système de On va en santé. reparler longuement. Mais au début du portrait, Karine parle de vous, de votre vie, rappelle que vous étiez à un moment quasi inconnu. Désormais, vous ne l'êtes plus, de moins en moins. Vous êtes le fillon de la gauche, comme on a beaucoup utilisé l'expression depuis quelques semaines. Je le crois Référence pas. au sondage qui vous donne. Voilà, mais Nathalie Saccric l'a bien dit tout à l'heure. Maintenant, les choses doivent être appréciées en tendance, au risque d'apparaître un peu sot si jamais on ne détecte pas une dynamique politique. Donc, moi, je pense que tout ça est très fragile, qu'il faut essayer d'être constant, le plus sincère possible. Une chose est sûre, tout à l'heure, dans mon portrait, vous avez évoqué le moment où j'étais porte-parole du Parti socialiste. J'ai aussi... C'est un moment clé, ça, quand même. Hein. Pardon ? C'est un moment clé, quand même, ça, pour vous. Oui, mais j'ai aussi des regrets. C'est un moment où j'ai De cette beaucoup époque appris. Oui, beaucoup appris. Et notamment, mais parce que on est là réduit à un exercice politique qui est beaucoup dans la violence, quand même. Et beaucoup dans la violence, dans les coups qu'on a à oui, prendre ou dans les coups qu'on donne aussi, finalement? Dans les coups que l'on donne. Moi, je me souviens être dans un registre hebdomadaire tous les lundis matins qui consistait à maintenir la pression sur le gouvernement et où, objectivement, c'est sans doute pas l'exercice politique dont je suis rétrospectivement le plus fier. Voilà. La manière dont... Nathalie Saccric. Deux petites choses. Pourquoi Martine Aubry, puisque c'était votre chef et que vous étiez son poulain, ne vous soutient-elle pas? Deuxièmement, à combien une primaire est réussie? Parce que c'est quand même votre combat. On a eu plus de 4 millions de votants pour la primaire de droite. Vous fixez à combien la barre pour qu'on se dise les socialistes intéressent les gens? Benoît Hamon. Première question, Martine Aubry, elle ne soutient aujourd'hui personne. Peut-être soutiendra-t-elle quelqu'un. Si elle me Vous avez des contacts avec elle? Très heureux, mais pour l'instant, je la laisse Ça vient libre d'où? de... écoutez, c'est quand même une figure de la gauche, non? Évidemment, et son avis est évidemment attendu. Vous avez cru par moi comprendre comme que par M. tous. Payon, c'était une candidature soutenue en coulisses par Anne Hidalgo et Martine Aubry, certes pour embêter Manuel Valls, mais aussi parce qu'elle ne voulait pas vous soutenir. Vous comprendrez, Arnaud Le Parmentier, que je ne suis pas le mieux placé pour vous dire si c'est le cas ou pas. Vous êtes déçu, non? Non, pour l'instant, honnêtement, je serais très fier et très honoré qu'elle me soutienne. Et en même temps, je veux continuer à regarder l'avenir, à défendre mes idées. Je le Il y a ferai, des échanges entre vous? Vous l'appelez, elle vous appelle? on s'est parlé pendant les vacances, mais pour Donc elle vous essentiellement... soutient secrètement, Non, peut-être? il n'y a pas de soutien secret. On s'est Elle vous parlé a souhaité pour se souhaiter bonne année. On a parlé de plein d'autres choses. Formidable. Et elle prendra sa décision en temps et en heure. À combien une primaire La est deuxième réussie? partie de la question de Nathalie Je pense que Saccric. si on passe le cap des 2 millions, on se donne l'assise à partir de laquelle le vainqueur ou la vainqueur aura de la force politique. Et la force politique, à mes yeux, elle est précieuse. Pourquoi? C'est qu'il ne faudrait pas se tromper d'élection. La primaire, ça n'est que la petite présidentielle. Derrière, il y a la vraie présidentielle face à Marine Le Pen, face à François Fillon, face à Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Emmanuel Macron. Et il s'agira là de voir si cette primaire est utile au rassemblement de la gauche ou si elle ne change rien à ce qu'est le paysage éclaté de la gauche. Et il me semble donc qu'il y a deux, on va dire, choses importantes dans cette primaire. Qui les électeurs de gauche se choisiront-ils? Quelqu'un capable de rassembler la gauche ou pas? Et combien seront-ils à voter? Si nous sommes sous les 2 millions, ça devient plus compliqué. Je dis ça, je mets moi-même C'est quoi la les pression. conséquences si vous êtes à 1,5 ou à... C'est que ça ne propulse pas le candidat issu de la primaire de la même manière. C'est qu'on a besoin d'être propulsé par la primaire et pas finalement un peu encalaminé dans une sorte d'impression un peu tiède. Arnaud Le Parmentier. Après la primaire, comment vous réduisez le nombre de candidats à gauche? Si vous êtes le nombre que vous avez dit, Macron, le socialiste, le Vert, Mélenchon, et Jadot. Vous êtes sûr de pas être au... Alors, je ne vois que deux conditions pour le faire, mais en même temps, elles ne sont pas certaines de réussir. La première, c'est d'abord de se voir et d'estimer avec les uns et les autres, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, s'il l'accepte, Emmanuel Macron, quelles sont les questions autour desquelles les passerelles existent et les rassemblements sont possibles. C'est la première chose. Et moi, je l'ai dit, le 30 janvier au matin, je prendrai mes responsabilités et je leur demanderai aux uns et aux autres de les rencontrer pour évoquer cette question. Et la deuxième, c'est de ne pas faire de sa candidature un préalable. Je m'explique. Si on veut que les uns et les autres se rassemblent, ça ne peut pas être pour dire rassemblons-nous, je suis pour le rassemblement de la gauche, mais à une seule condition, c'est que ce soit derrière moi. On peut imaginer que ce ne soit pas le Parti socialiste, un candidat du Parti socialiste qui porte les couleurs de la gauce à cette présidentielle. Ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas que si j'étais
choisi, je serai le mieux placé, mais je ne le poserai pas comme préalable, parce que sinon, on va arriver dans une discussion qui est fermée d'avance. C'est-à-dire, Jean-Luc Mélenchon va dire le rassemblement, c'est derrière moi, Macron, pareil. Donc, faut poser des actes politiques, et nous verrons de quelle manière nous arrivons à construire un scénario qui peut embrasser bien des aspects de la vie politique, pas simplement la présidentielle, mais derrière le rassemblement de la gauche aux législatives, les formes que doivent prendre ce rassemblement. Moi, je suis assez sensible à la critique des appareils quand ils sont trop verticaux. En même temps, je me méfie des nouveaux appareils où il n'y a qu'un chef et une base et pas de corps. Oui, ou insoumis. Une base en marche ou insoumise. Oui, c'est à vous. Où on est dans un rapport au chef très charismatique, mais on voit pas dans le parti politique, dans ce qu'il a de plus ancien et le plus archaïque, en quelque sorte d'ailleurs. Donc moi, je suis assez sensible parce que j'ai été très interpellé par cela depuis maintenant plusieurs mois, y compris dans ma campagne, par toutes celles et ceux qui nous invitent à ne pas penser la démocratie horizontale que le jour où nous gouvernerons, mais aussi lors des campagnes électorales, dans la manière dont on fait vivre ce bouillonnement, cette respiration démocratique dont nous avons besoin si nous voulons demain que la gauche, à nouveau, porte les aspirations profondes des électeurs qui sont les siens. Si c'est Manuel Valls, pardon Karine, vous aiderez Manuel Valls à rassembler ? J'ai dit que j'accepterais la règle du jeu de la primaire. Vous dites 2 millions de participants. Est-ce que vous souhaitez, en tout cas, 7500 bureaux de vote seulement? Vous pensez vraiment que c'est possible d'arriver à 2 millions de votants? Parce que là, on comprend que c'est votre l'inquiétude souhait. que j'ai. Pour être très honnête, le fait qu'il y ait, je crois, 1600 bureaux de vote de moins qu'en 2011 m'inquiète un peu, parce qu'un bureau de vote en moins, ce sont des facilités données en moins aux électeurs pour pouvoir venir voter. Ce point-là m'inquiète, mais il est l'illustration de quoi? De la fatigue qui est celle des appareils, et dont l'appareil du Parti socialiste, qui a plus de mal aujourd'hui à pouvoir héberger, organiser un scrutin qu'il ne l'était en 2011, où la dynamique le portait. Il y a le problème aussi des Français qui ont du mal à comprendre la raison pour laquelle cette primaire a lieu. On comprenait qu'au départ, c'était pour relégitimer François Hollande. Là, maintenant, elle a du mal à... Oui, mais quand un quart de l'opinion se dit être intéressé, prête éventuellement à aller voter, c'est quand même une bonne base. Donc oui, je vois bien qu'il y a la primaire n'est pas la plus populaire qui soit, mais je sens, moi, sur le terrain, un vrai regain d'intérêt. Vous poserez vos questions à Benoît Hamon après le journal de 13h à partir de 13h15. Le standard de France Inter est d'ores et déjà ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez le faire aussi sur Internet, sur le site de France Inter, franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé question Paul, question au pluriel. Rebonjour et bienvenue dans Questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info, la télé, sur le canal 27 de la TNT et Le Monde. Notre invité cette semaine est le candidat à la primaire de la gauche, Benoît Hamon. À mes côtés pour vous interroger, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Arnaud Le Parmentier du Monde et Karine Bécard de France Inter. Votre mesure phare, Benoît Hamon, c'est le revenu universel pour tous, 750 € pour tous, qui inclut toutes les prestations qui existent déjà. Tous vos adversaires disent c'est infinançable. Infinançable du jour au lendemain, absolument. Mais ils auraient parfaitement raison. Mais sur un quinquennat, ça l'est ? Je proposais 300 de le faire à 450 milliards ? Je termine. J'ai proposé de le faire en 2018. Donc on parle, quand on dit que c'est infinançable, on parle d'une mesure que je ne propose pas. Première chose. La deuxième chose, c'est avant de se poser la question du financement, il serait bon qu'en politique, on se pose la question de savoir ce que l'on veut. Moi, je considère aujourd'hui que l'impact de la révolution numérique va conduire à une raréfaction du travail, notamment des emplois peu ou pas qualifiés. J'étais très sensible à l'analyse qui est celle d'Olivier Blanchard, économiste du Fonds monétaire international, qui démontre que les gains de productivité aujourd'hui n'entraînent plus forcément de croissance. Nous avons des rapports qui évaluent à plusieurs centaines de millions d'emplois ceux qui seraient menacés en Chine à raison justement de ces gains de productivité liés à la révolution numérique. Nous avons un rapport qui, pour la France, estime que ce sont plus de 3 millions d'emplois d'ici 2025 qui seraient menacés. Donc c'est la fin du travail. Vous êtes sur la théorie de la fin du travail. Je ne suis pas sur la théorie de la fin du travail. Je suis sur la théorie de la raréfaction du travail. Et en conséquence de quoi, la nécessité de penser les protections sociales qui seront celles des Français, dès lors qu'il y a moins de travail, et sur la manière dont nous pouvons maîtriser cette évolution de façon à ce que, librement, de manière autonome, les individus choisissent de réduire leur temps de travail. Je pense particulièrement à qui ? Je pense particulièrement à ces personnes qui ont un travail peu ou pas qualifié, difficile, pénible, une auxiliaire de vie par exemple, et qui aimerait passer, ou une ATSEM, à temps partiel, ce sont souvent des femmes, à temps partiel pour pouvoir se consacrer davantage à ses enfants, à sa vie, et en même temps se libérer d'un travail difficile sans perdre de pouvoir d'achat. En même temps, ça c'est quand même des métiers où on va avoir besoin de monde dans les années qui viennent. Oui, absolument, mais peut-être pas suffisamment ou pas autant
qu'il n'en est détruit aujourd'hui Ça, dans c'est le le secteur des RSA, services monsieur ou le Hamon. secteur de C'est le l'industrie. RSA, c'est-à-dire grosso modo, on Non, garantit monsieur un le revenu Parmentier, minimum à ces gens non, qui monsieur le travaillent. Parmentier, c'est un complément en plus du salaire, en plus d'une retraite, qui vous permet justement de choisir de passer à temps partiel, donc de travailler moins. Ça peut être aussi très utile dans le cadre de l'évolution de nos vies, un père ou une mère d'enfants en situation de handicap qui a singulièrement besoin de diminuer son temps de travail pour s'y consacrer, comme quand on est confronté à la dépendance d'un de nos parents et qu'on a besoin, dans un couple par exemple, que l'un des deux décide ou d'abandonner son travail ou de passer à temps partiel. En clair, je veux penser la protection sociale de telle manière qu'elle nous amène à maîtriser cette évolution, pas pour dire que le progrès technologique est mauvais, il est formidable en termes d'opportunités. Il va nous permettre de changer nos usages, il va nous offrir des opportunités probablement de réduire notre consommation d'énergie. Tout ça est extraordinaire. La question est, comment le maîtrisons-nous de telle façon que cette raréfaction du travail ne se traduise pas par un partage encore plus sauvage du travail entre ceux qui en ont, et ils sont heureux, ceux qui en ont et sont surmenés, et ceux qui n'en ont pas, et aujourd'hui ont le sentiment d'être totalement inutiles socialement. Nathalie Vous Saint-Cricq. parlez de cette primaire comme d'un combat culturel. Est-ce que finalement, vous avez pas, vous projetez pas sur une société qui serait une société, une espèce de bonheur, du loisir, en considérant que le travail finalement n'est ni facteur de lien social, ni finalement une valeur portante. Est-ce que c'est vraiment ça votre société? C'est qu'on soit heureux, mais heureux sans le travail, en en faisant un peu ce qu'on veut, comme on le veut. Nathalie Saint-Cricq, nous sommes autour de cette table tous les 5 heureux d'aller travailler le matin. Et moi, je pense Vous avez parlé des professeurs qui ne sont pas heureux d'aller travailler. Le travail est un facteur de lien social et qu'on y trouve, on s'y épanouit, qu'on s'y réalise souvent. Parce qu'on n'est pas seul aussi. Mais aujourd'hui, le travail, pour beaucoup de nos compatriotes, ils sont contents d'en avoir un, mais ils y sont surmenés, travaillent trop, et parfois même ils y sont broyés. 3,2 millions de personnes seraient exposées, selon le cabinet Technologia, à un burn-out, c'est-à-dire à des pathologies psychiques liées au travail, à raison justement de cette pression, de cette forme de colonisation par le travail de nos vies. On va être les seuls au monde à considérer qu'on est colonisé justement comme vous dites par le travail. Non. Justement, en matière de burn-out, nous sommes les derniers. Parce que nous sommes dans le déni, que partout ailleurs, on reconnaît l'existence de ces pathologies psychiques liées au travail, et elles sont reconnues comme maladies professionnelles, mais pas en France. Et moi, j'observe que nous avons une relation au travail bien singulière. Nous sommes en France, plus des 2 tiers des Français à considérer qu'on se réalise d'abord par le travail. Il n'y a qu'un Anglais sur 2 qui le pense. Et ce que je considère, c'est que si le travail est un facteur d'épanouissement, il doit être mieux partagé parce qu'il va se raréfier. Et j'assume aussi de dire, parce que cet aspect-là de mon projet est cohérent avec la deuxième partie, qu'aujourd'hui, je ne veux plus concentrer toutes les politiques publiques en direction d'un seul et unique objectif dont il me semble qu'il n'a jamais réussi à atteindre, c'est l'objectif de faire le plein emploi, c'est-à-dire la croissance du PIB comme seul objectif. Vous poursuivez dans la logique de Lionel Jospin, il y a près de 20 ans maintenant, sur la réduction du temps de travail, la réduction du travail, les 35 heures, qui ont quand même été beaucoup critiquées. On a dit que ça a conduit à un désengagement de la population sur le travail, la création de richesses. Oui, monsieur le Parmentier, je poursuis, mais avec une nuance, c'est que je considère aujourd'hui que la réduction du temps de travail, quand elle devra s'opérer, quand elle doit s'opérer, ne doit pas forcément s'opérer par une loi qui diminue la durée légale, mais par un dispositif d'incitation davantage inspiré du dispositif d'Eurobien qu'on avait connu avant les lois Aubry, et qui doit, en clair pour ce qui me concerne, dans les propositions que je fais, réaffecter une partie, sinon la totalité, aujourd'hui du pacte de responsabilité, c'est-à-dire des baisses de cotisations sociales permises aux entreprises ou du crédit d'impôt, à des contreparties, le changement dans l'organisation du travail, la réduction du temps de travail et les créations d'emplois à la clé. En clair, mettre en place un dispositif d'Eurobien ou du type d'Eurobien qui incite à la réduction du temps de travail, charge, si je me rappelle bien, qui incite à la réduction du temps de travail en contrepartie de baisse des cotisations sociales patronales. J'y ajoute la création d'un droit inconditionnel au temps choisi pour permettre à ces femmes, ces hommes qui souhaitent, grâce au revenu universel, se libérer du temps, de pouvoir le faire dans leur entreprise. Karine Bécard, vous vouliez poser une autre question. C'est incontestablement, je reconnais, un changement de modèle. Mais je considère que le cadre dans lequel gauche et droite sont depuis 30 ans ne fonctionne pas. Nous courons après des politiques qui, pour les uns, disent « relançons la demande », les autres « relançons l'offre », j'y ai cru. Mais à la fin, on a toujours autant de chômage, une pauvreté endémique, et dans les faits, pas de croissance. De surcroît, on constate que cette croissance se fait au prix d'un prélèvement ou d'une ponction sur notre environnement qui est insoutenable. Oui, ça donne c'est parce qu'on fait nos voisins européens, monsieur Hamon. Quand on voit si la Finlande le fait par exemple, mais sauf que ça coûte quand même 300 milliards d'euros, que le budget de la France, rappelons-le, par an c'est 400 milliards d'euros, donc on sent quand même qu'on est vraiment sur... Et son PIB pour essayer, voilà, 2180 milliards le PIB. Pour essayer quand même de situer un petit peu les gens. On a quand même le sentiment, comme pour l'instant vous ne savez pas précisément comment vous allez financer tout ça, si vous voulez, on a quand même le sentiment que c'est la mesure que vous proposez quand on croit
qu'on va pas réussir à être élu, en fait. Enfin, que c'est une mesure assez jolie, mais qui est Benoît assez Hamon. Ça m'a beaucoup irréalisable. frappé, ce type d'argument est particulièrement frappant. Il consiste à dire, aujourd'hui, et ça vient de gauche, et c'est là que c'est le plus surprenant, c'est irréalisable parce que ça correspondrait à un coût de l'ordre de 15 à 20% du PIB. D'abord, nous ne sommes pas les seuls à y penser, et nous ne sommes pas les seuls à vouloir l'expérimenter. Effectivement, vous l'avez évoqué, la Finlande, le Canada... sur les chômeurs, c'est expérimenté sur les chômeurs, monsieur Hamon. l'a déjà expérimenté. D'autres pays ou d'autres grands responsables politiques se posent cette question. Vous avez évoqué les relations que j'avais avec Bernie Sanders. Ce sont avec ses équipes aussi que j'ai travaillé sur ces questions-là. Donc, cette question de la raréfaction du travail et de la manière dont on pense notre protection sociale me semble une question clé. Comment cela se finance-t-il ? Moi, je propose une première étape. Et parce que cela se fera, on va dire, en plusieurs étapes, j'y vois une fusée à plusieurs étages. La première étape, elle concerne d'abord les pauvres. Le revenu universel doit être un moyen d'éradiquer la pauvreté. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, quand on est pauvre, on est éligible au RSA. Ce RSA est de 535 € ou un peu plus aujourd'hui. Je propose de le revaloriser à 600 €. Je propose surtout que sa distribution soit désormais automatique. Ça fait 20 milliards d'euros en plus, ça. Non, ça ne fait pas 20 milliards. Non, ça ne fait Laissez-le pas 20 milliards. parler, Je vais au Arnaud. bout de l'ensemble du dispositif. Ça ne fait pas 20 milliards d'euros en plus. La totalité du dispositif, c'est 45 milliards d'euros en plus quand j'aurai terminé. Je veux terminer là-dessus. Donc, automatique. Pourquoi ? Parce qu'on fait des économies sur les pauvres aujourd'hui. Le fait qu'on demande à un pauvre de faire la démarche pour obtenir le RSA nous amène à ce qu'un tiers d'entre eux n'y ait pas recours. Première chose. Donc on éradique la pauvreté, ou en tout cas, on travaille à l'éradiquer plus efficacement que ce n'est le cas aujourd'hui. Et la deuxième mesure qui complète celle-ci, qui constituera donc, qui bouclera la première étape du revenu universel, c'est de distribuer le revenu universel pour les 18-25 ans. C'est-à-dire qu'on prend le contre-pied de tout ce qui s'est fait en France depuis des années, à considérer que, à la différence de beaucoup d'autres pays, et là Arnaud Le Parmentier, vous êtes un observateur précis de ce qui se passe en Europe, il n'y a qu'en France, ou quasiment qu'en France, qu'on considère que parce que quand on est jeune, on n'a pas pu cotiser au chômage, donc on n'a pas les indemnités, et on n'est pas éligible aux minima sociaux. Bref, on rend l'insertion sociale et professionnelle des jeunes beaucoup plus difficile chez nous qu'ailleurs. 45 milliards d'euros. Comment le finance-t-on ? Je propose qu'on le finance par différentes recettes, mais l'une d'entre elles reposera sur le fait de créer un impôt sur le patrimoine, sur l'actif net de 0,65% qui s'intéresse au patrimoine financier et immobilier des entreprises comme des ménages, c'est-à-dire qui ne s'intéresse plus qu'au patrimoine brut, comme c'est le cas avec la taxe foncière aujourd'hui, qui fusionne taxe foncière et impôt sur la fortune. Donc l'ISF passe de 1,5 à 2,2, 2,3. Non, je crée un impôt sur l'actif net de 0,65 qui permet justement, parce qu'il est ouvert aux actifs immobiliers comme aux actifs financiers des entreprises comme des ménages, de dégager cette recette. L'intérêt, c'est quoi ? La taxe foncière aujourd'hui, elle est prélevée sur le patrimoine brut. Vous êtes un jeune ménage, vous vous endettez, vous payez autant de taxes foncières que quelqu'un qui hérite. C'est totalement injuste. Eh bien, je veux davantage de progressivité, de justice, y compris dans les prélèvements sur le patrimoine, et orienter ce nouvel impôt, avec le rendement qu'il aura, vers le financement du revenu universel. Ça n'est que là, c'est pas du revenu universel. Là, c'est le RSA étendu aux jeunes. Mais écoutez, c'est la première étape du revenu universel. On peut le voir avec un œil pessimiste et négatif. Moi, j'y vois. Moi, je suis orienté vers l'avenir et je pose une première pierre. La seconde, la troisième pierre, elles se construiront étape par étape. Et je suis ouvert à ce que la seconde étape puisse être, ce qui pourrait aller abonder dans votre sens, sous condition de ressources pour la première étape de généralisation, pour que la seconde étape de généralisation soit sans condition de ressources. Justement, Benoît, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut peut-être être difficilement compréhensible pour les gens, c'est votre côté sans condition de ressources. C'est-à-dire qu'en gros, que Arnaud Le Parmentier touche la même chose ou Carlos Ghosn. L'exemple est un peu plus parlant avec Carlos Ghosn que tout le monde puisse. C'est l'exemple qui a été cité. Ça, c'est le premier élément qui peut sembler d'une injustice absolument flagrante. Et le deuxième élément, c'est que quand vous parlez des 18-24 ans, il n'y ait aucune condition, c'est-à-dire d'avoir cherché du travail ou d'avoir. C'est-à-dire qu'en gros, ça a l'air du bon sens peut-être imbécile, qui est en gros, on favorise un peu l'assistanat. La réponse de Benoît Hamon, et puis on passe à un autre sujet. Aujourd'hui, sur quoi repose la solidarité en France ? Je vous rappelle, la grippe de M. Le Parmentier, de M. Ghosn, comme de qui, elle est remboursée de la même manière. Mais on peut se demander si c'est bien. La solidarité était organisée par quoi ? Par l'impôt. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a un discours sur l'impôt qui a fini par considérer que l'impôt c'était mal,
qu'on a remis en cause les principes de la solidarité à la française, où il existait des allocations universelles, mais financées par quoi? Par le fait que ceux qui gagnaient le plus, ceux qui avaient le plus de patrimoine, étaient davantage imposés que les autres. Et c'est par l'impôt, évidemment, qu'on va financer le revenu universel comme notre protection sociale. Est-ce qu'on donne le même à tout le monde? Oui, il y a même les allocs, on a changé. Voulez-vous demain que la grippe soit remboursée en fonction de vos ressources? Ça n'aurait pas de sens. D'abord, je rappelle que dans tous les pays où on a mis sous condition de ressources les prestations sociales, on a fait, tomber ou s'effondrer le consentement à l'impôt des plus riches. Qui disent les allocs, je considère effectivement que c'était pas forcément, je l'avais déjà dit à l'époque, d'une bonne inspiration. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de prestations sociales qui restent universelles. Le revenu universel, il dit bien ce qu'il est. Il est sans condition, en tout cas dans l'objectif qu'on doit atteindre. Oui, mais Madame Bettencourt paiera de l'impôt pour payer des revenus universels à des milliers de ses concitoyens et de ses compatriotes. Alors, sur les jeunes, arrêtons de prendre ça par le petit bout de la lorgnette. Ou alors, vous acceptez demain que nous soyons dans un système, par exemple la sécurité sociale et l'assurance maladie, où on ne soit pas remboursé de la même manière et où tout repose sur un système de complémentaire santé où on sera finalement bien remboursé selon la capacité qu'on a à le faire ou pas. Sur les jeunes, rapidement, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur le revenu universel non plus. Mais... qui cherchent du boulot ou pas, qui fassent... C'est la première étape du revenu universel. C'est la possibilité pour... Vous savez, ce que va être la carrière d'un jeune à la différence de la nôtre? Elle va être beaucoup moins linéaire. Pourquoi? Parce qu'on sera moins souvent salarié, plus souvent travailleur indépendant et désireux de le devenir, passant de l'auto-entrepreneuriat à un petit contrat, un contrat court. Mais le diagnostic, nous le partageons. La question, c'est comment aujourd'hui accompagnons-nous la protection sociale? Je vais en prendre un autre élément. La protection sociale, elle est financée essentiellement par le travail. Si le travail se raréfie, la question de savoir comment on sera protégé, peut-être pas nous, mais nos enfants ou ceux qui nous suivent, elle est posée. Et elle est posée dès lors qu'ils auront des carrières beaucoup plus précaires. Il me semble qu'il y a quelque chose de particulièrement néfaste dans la société française à aussi peu faire confiance, ou il y a aussi peu faciliter l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse. J'y vois comme un gage de confiance nouveau à l'égard de celles et ceux qui sont le sel de notre société, le sel de la nation et qui doivent pouvoir s'épanouir. Mais plus largement... on ne va pas faire toute l'émission sur le revenu universel. Mesdames, messieurs. Ça pose quand même un problème aux Français qui s'interrogent beaucoup sur la philosophie en fait de cette idée, sur est-ce que finalement notre pays va rester inventif, innovant, avec l'envie d'aller de l'avant, ou est-ce que finalement on va le distribuer Benoît Hamon, et puis on passe à autre chose. Il faut compenser par rapport à ce monde qui devient compliqué. On entendait les mêmes arguments dans la création de la sécurité sociale ou plus tard du RMI. À chaque fois, c'était « mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre sous cloche des individus? Est-ce qu'on n'est pas en train de trop les protéger ?» Je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des réponses qui correspondent à notre temps. La pire des choses, je vous le dis, ce serait le statu quo. Moi, je ne veux plus en rester à une forme de statu quo qui nous amène à disserter les uns et les autres sans trouver de solution sur les déficits de l'assurance maladie, sur le déficit des régimes de retraite, et à ne trouver d'autres solutions qu'à repousser l'âge de départ ou à augmenter le nombre d'annuités. Nous y serons condamnés si nous ne tenons pas compte des transitions en cours. Moi, je regarde le monde tel qu'il se transforme. Ces bouleversements sont inédits. Je dis bien inédits. Il n'y aurait rien de pire que de rester accroché à une vision du monde qui est en train de s'éteindre. Ce monde-là s'éteint. Pensons la page qui se tourne et ce que sera la protection sociale des 10, 20, 30, 40 prochaines années. Tournons la page et traversons l'Atlantique. Passons à Donald Trump. Donald Trump qui, cette semaine, a Arnaud Le Parmentier, et je vous laisse la parole dans un court visiblement, instant, spontanément et sans la moindre pression, Ford a rapatrié Ford dans le Michigan. Je vous laisse la parole, c'est pas mal, Trump. Il a copié mon C'est pas mal Trump, allez-y Benoît. Vachement bon pour les Mexicains d'ailleurs, et qui sont vachement contents. Oui. Non mais pour les auditeurs et les téléspectateurs de l'émission, donc Trump avait joué de toute sa pression pour que Ford renonce à investir au Mexique une usine, et finalement l'investissement se fera dans une de ses usines existantes dans le Michigan. Non mais écoutez, c'est le Made in USA. Si demain la régulation correspond juste au désir de Trump de faire un coup de pression qu'il fera là et qu'il ne fera pas un autre de ses amis quand il délocalisera, etc. Tout ça, si la régulation repose juste sur le désir, l'envie d'un dirigeant politique, tout ça, ou le tweet, tout ça serait parfaitement ridicule. La question qui nous est posée aujourd'hui, par exemple, pour les Européens, c'est mettons-nous aux frontières de l'Europe en place des écluses, je dis bien de l'Europe, des écluses sociales et écologiques. Pensons-nous que le libre-échange à travers le CETA ou le TAFTA sont de bonnes choses ou pas? Et quelles sont nos préférences collectives? S'il me semble qu'il y a une urgence en Europe, elle est bien là. Elle est difficile, et je conçois qu'elle est difficile. C'est dire ce que sont finalement
à nous, Européens, nos préférences collectives. J'ai eu un grand doute quand j'ai vu que la manière dont les Européens s'étaient comportés à l'égard des migrants au moment où nous avons refusé l'hospitalité pour me dire, voilà, cette valeur-là n'est plus une valeur européenne, semble-t-il, l'hospitalité, l'asile. 2, est-ce que la protection sociale ou un haut niveau de service public sont encore des préférences collectives européennes? Et peut-on, dans le respect de nos traditions différentes, la tradition du contrat dans les démocraties nordiques, la tradition de la loi en Italie, en France, en Espagne, penser que nos modèles sociaux restent finalement des préférences que l'on veut protéger? Je crois que ce sont autour de ces discussions-là, qui ne sont pas simples, qui ne sont pas simples. Vous, c'est modèle social européen et non pas modèle social français. C'est ce qui vous distingue de Montebourg. J'espère qu'il nous réunit d'ailleurs, cette volonté de préserver un modèle social européen, mais après, il repose sur des traditions évidentes. D'abord, je rappelle qu'il n'y a pas de compétences en matière de politique sociale pour l'Union européenne, ou alors indirecte ou par incidence. Mais dans les faits, il me semble que ce qui doit nous préoccuper, c'est de savoir, quand on parle à nos rivaux commerciaux, concurrents, c'est de savoir ce que nous voulons garder, protéger. Qu'est-ce qui réunit les Européens? On n'a pas le sentiment quand même que les 27 soient d'accord sur ça. Mais c'est bien dit. Mais donc du coup, Benoît Hamon fait quoi si effectivement les 27 ne réussissent pas à se mettre d'accord? Je suis fatigué de ces constats qui nous amènent à dire oui, les gens ne sont pas d'accord et on fait quoi? On dérégule et on continue à faire davantage de concurrence à l'intérieur du marché intérieur en acceptant que finalement la seule harmonisation fiscale que l'on constate soit une harmonisation par le bas, par la baisse du taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés, qu'on n'organise pas la convergence sociale. Où se situent les lieux où ces questions-là sont posées? Si nous devons avoir une discussion franche avec les Allemands, quelle doit-elle être? Les Allemands sont aujourd'hui au centre de l'Europe géographiquement, ils y sont aussi économiquement. Mais il y a une déclaration qui, moi, m'avait à cette époque beaucoup choqué, celle de Wolfgang Schäuble, quand il avait dit « L'Union européenne ne peut pas être une union de transfert ». En clair, ça ne peut plus être autour de la solidarité que se construit. On peut le comprendre, ils sont riches. C'est le traité de Maastricht, que c'est pas une transfert-union. Les unions, c'est dans les traités. La réalité, c'est que sans solidarité, on voit qu'aujourd'hui, nous n'arriverons pas. Le projet européen va se défaire, il se défait. Et il me semble que la question qui nous est posée aujourd'hui est d'organiser le serpent social européen selon des modalités qu'il faudra discuter avec nos partenaires, d'organiser l'harmonisation fiscale de façon à ce que, à la fois sur ses ressources propres, l'Union européenne dispose davantage de moyens de mettre en œuvre les politiques publiques qu'elle dit désirables, notamment je pense à la transition écologique. Vous allez voir les Allemands, vous allez voir Merkel, ou bien est-ce que vous faites une union du Sud comme a voulu le faire François Hollande et qui n'a pas marché? Donc est-ce que votre interlocuteur premier, c'est l'Allemagne? Il n'est pas interdit effectivement d'être instruit par l'expérience et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il me semble que de toute façon, le dialogue avec l'Allemagne, il est indispensable. Qui dit qu'on peut passer sans, ou qui dit qu'on fera la stratégie dite de la vaisselle cassée, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut être... Ça, c'est pour Montebourg que vous dites ça. Non, mais je le dis pour d'autres, tous ceux qui pensent... Oui, mais... Enfin, c'est lui qui l'a dit quand même. Attendez. C'est lui qui l'a dit quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas aux vertus de ce type de démarche, parce que je pense qu'il y a un risque qu'elles soient vouées à l'échec, et de surcroît, un risque de décevoir. Donc, il me semble qu'il y a deux, en tout cas, figures incontournables. D'abord, le dialogue avec les Allemands, et qui doit interroger les Allemands sur le sens des politiques d'austérité, et donc demain, la capacité ou pas à mutualiser les dettes européennes, à restructurer la dette des pays les plus aujourd'hui abîmés par la crise. Première question, qui est une question difficile pour les Allemands, incontestablement. L'autre question qui nous est posée, c'est, dès lors que les États-Unis disent, par la voix de Trump, et poursuivent la stratégie d'Obama, notre priorité, ça n'est plus l'Europe. Notre priorité, ça n'est plus l'Europe, et Trump vient encore de le dire, et les Européens doivent renforcer leur effort budgétaire en matière de défense. Que se passera-t-il quand, de surcroît, nous constatons que les Russes élèvent leur niveau de prétention, s'inquiètent de ce qui se passe à leur propre frontière occidentale et notre frontière orientale? Dans ce contexte-là, se posera la question de l'outil de défense commun, des politiques européennes de défense, et je rappelle que la France a cette force-là, et en même temps cette responsabilité nouvelle depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, c'est que nous sommes les seuls à disposer d'un outil de défense complet. Donc cette question, à mes yeux, est la deuxième question importante qu'il faut poser. Et la troisième, qui peut être le moyen d'obtenir d'un certain nombre de nouveaux États membres qu'ils acceptent de s'intégrer à un processus de convergence sociale. Parce que pour eux, c'est une perte de compétitivité si on leur demande d'augmenter leurs standards sociaux. C'est le plan qu'il faut mettre en œuvre. Et au-delà du plan Juncker, qui repose sur des effets leviers de 1 à 10, ça veut dire que le privé n'y va que quand c'est très rentable. Eh bien, c'est de mettre en place un programme de transition énergétique et écologique qui peut parier, par exemple, sur la transformation de l'outil énergétique polonais qui repose sur le charbon aujourd'hui,
aujourd'hui pour qu'il aille sur des énergies renouvelables et le faire avec les sommes conséquentes qui peuvent être activées par quoi? Par les stocks de liquidités de la BCE, par les écluses écologiques et sociales aux frontières de l'Union européenne, par la capacité d'endettement de l'Union européenne dont elle peut parfaitement se doter, elle qui s'endette un peu d'ailleurs en coulisses mais qui ne veut pas le reconnaître. Je pense que sur ces sujets-là, il faudra poser ces questions. Sinon, à part dire qu'on va faire des traités de libre-échange avec nos partenaires, avec un impact écologique et environnemental négatif et des gains de croissance misérables, qu'avons-nous à proposer aux Européens? Qu'avons-nous à proposer? Un critère de déficit public avec et quoi point. on ne fait pas rêver avec ça. Non, mais c'est même pas, on ne fait pas rêver. On défait l'Europe sous nos yeux. Juste, Nathalie, je voudrais Bissacré, savoir très si brièvement, finalement, il faut qu'on accueille entre Marion vos Lourd. propositions sur le travail, vos propositions sur l'Europe, votre fameux serpent social, si vous montez dans les sondages, est-ce que c'est pas parce que vous incarnez une espèce de gauche à la culture d'opposition qui nous fait rêver, qui nous dit des choses peut-être très agréables, mais dont on sait pertinemment que ça sera pas possible? Benoît Hamon, rapidement. Moi, je récuse cela. Je ne me suis pas engagé pour ne pas gouverner. Je récuse cette posture qui consiste finalement à considérer que d'abord la gauche qui gouverne est une gauche qui trahit. Je ne le crois pas. La question c'est, elle a démontré qu'elle pouvait et gouverner et transformer. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on se heurte à des résistances considérables. Mais il n'y a pas d'autre voie que de vouloir transformer et pour transformer, gouverner démocratiquement. Donc moi je ne suis pas dans je n'invite pas une sorte de rassemblement autour de jolies idées utopiques. Mais les utopies concrètes, qui en avait parlé le premier? Michel Rocard. Michel Rocard qui était un critique féroce du capitalisme, en même temps quelqu'un qui aspirait à la transition écologique et revendiquait les compromis successifs. Donc il y a aussi, arrêtons de se dire que dès lors qu'un projet est un projet dont on constate qu'il ne peut pas être mis en place du jour au lendemain, en clair, moi j'en ai marre des projets politiques qui sont des additions de tweets en 140 signes de petites propositions les unes plus les autres. Vous en avez beaucoup sur l'écologie. Voilà. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission et nos auditeurs aussi ont des questions à vous poser. Il est 12h54. Questions politiques sur France Inter. Toutes les semaines, la parole à un reporter de terrain de la rédaction du Monde ou, comme aujourd'hui, de France Inter. Bonjour Marion Lourd. Bonjour. Vous étiez cette semaine au vœu de la SNCF. Il a été question de l'avenir du ferroviaire. Oui, l'avenir du ferroviaire. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Donc, entre deux reportages, tradition annuelle, les vœux de la SNCF. Cette année, ça se passe dans une brasserie à la gare du Nord. Il y a des tables nappées de blanc. Beaucoup de journalistes en charge des questions de transport et les directeurs de la SNCF dans leurs costumes. Et face à nous, le PDG de l'opérateur ferroviaire qui est en bras de chemise, qui est plutôt en forme. Parce que qu'est-ce qu'il nous annonce au micro? Il nous annonce que l'entreprise est bénéficiaire en 2016. Pourtant, il y a eu les attentats, il y a eu une très longue grève, il y a eu les mauvaises récoltes. Mais grâce aux économies de la SNCF, elle est dans le vert. Et il ne fanfaronne pas pour autant, Guillaume Pépi, parce qu'il nous explique que l'activité du train, elle a baissé. L'entreprise va mieux, mais on roule moins en train parce qu'il y a le covoiturage, parce qu'il y a les cars Macron, c'est souvent moins cher, c'est vrai. Et puis debout, son micro à la main, le patron de la SNCF nous annonce aussi que le groupe va créer des postes. 2300 cette année, pour la première fois depuis des années, il crée des postes. Mais ces emplois ne vont pas dans le ferroviaire. Là, on continue les départs. Non, c'est des nouveaux salariés qui travailleront pour la logistique, le tramway et puis pour les cars Macron. En clair, là encore, le ferroviaire recule. Et puis son discours terminé, Guillaume Pépi revient s'asseoir avec nous. On parle élection présidentielle et il s'étonne de voir que les transports sont absents des programmes de presque tous les candidats. Alors ma question, Benoît Hamon, le ferroviaire, c'est un moyen de transport propre, ça doit vous plaire évidemment. Ouais. Vous avez une mesure pour le sauver, pour sauver la part de marché du ferroviaire? Benoît Hamon. Écoutez, d'abord, Guillaume Pépi, je l'invite à regarder, à lire plus attentivement ou à se faire ficher les programmes des uns et des autres. Mais moi, j'en parle beaucoup, notamment sur mes propositions en matière de transition écologique et où je considère qu'il n'y a pas, si on parle de transition écologique, il y a trois aspects, notamment en matière de transition énergétique, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, qui suppose qu'on interroge nos propres usages et donc qu'on privilégie les transports propres aux transports sales, en quelque sorte, ou polluants, et l'efficacité dans le fait qu'il faudra travailler, enfin, en sorte que ces transports-là soient moins consommateurs, moins énergivores qu'ils ne le sont. Il est un domaine où je pense que l'Europe pourrait jouer un grand rôle, c'est dans ce qui pourrait être un Airbus du ferroviaire et qui concurrence les projets qui sont les projets américains de trains à très 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 grande vitesse, ou face à ces projets américains de trains à très très grande vitesse, il n'y a pas en face, en dépit du génie industriel français et européen dans ce domaine-là, de projets alternatifs. On voit donc là d'ailleurs, ce qui me permet de faire le lien, le manque d'ambition sur les projets européens, même dans le domaine industriel. On a Galiléo là qui vient d'arriver enfin à maturité, mais je trouve ça dommage. Alors
Un mot quand même sur ce qui est en train de se passer à la SNCF. Effectivement, on fait plus de bus, mais les bus, ça pollue plus que les trains. Les garanties de service public et de liaison entre notamment les territoires ruraux et les centres-villes, elles sont de plus en plus remises en cause. Et on ne peut plus, je le dis, construire une politique du ferroviaire uniquement indexée sur des choix qui sont les choix d'une entreprise qui visent à la rentabilité de l'exercice. C'est pas possible que le service public, sinon l'hôpital lui-même va finir par mourir, ce n'est pas possible que le service public n'ait comme seul indicateur que cela. Ce qui suppose des politiques où l'État joue son rôle à la fois comme actionnaire de l'entreprise, mais dans les conditions qu'il met en œuvre ou dans les exigences ou dans la feuille de route, le cahier des charges qu'il impose à ses opérateurs. Mais il faut qu'on en reste dire là, que demain, la réalisation, ou en tout cas l'essor de la SNCF va passer par les bus où on crée des emplois. Je rappelle que dans le cas des bus Macron, il y a des entreprises qui ferment parce que le modèle économique ne fonctionne pas. On reparle de tout ça à... Retour sur le plateau de questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info, la télévision et en partenariat avec le quotidien Le Monde, toujours avec Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Arnaud Le Parmentier du Monde et Karine Bécard de France Inter. 3 possibilités pour interpeller notre invité Benoît Hamon, le standard d'Inter au 01 45 24 7000, le site franceinter.fr et via Twitter avec ce mot-clé question Paul, question au pluriel. Tout de suite une première question. Bonjour Daniel, vous nous appelez de Nice. Soyez la bienvenue. Benoît Hamon vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Hamon. Bonjour Daniel. France Inter. Bonjour France Inter, ma radio préférée. Merci. Le Monde, mon journal préféré. Autant dire que je suis gâtée aujourd'hui. Voilà. Et France Télévisions, votre chaîne de télévision préférée, non? France 2. Ah bah voilà, ça fait partie du groupe. Alors on est complet. Non, mais exactement, non, on est dans... Je vous dis, je suis... Le cœur de cible, parfait. Sauf que je suis à Nice et qu'il y a des gros nuages noirs et que c'est bien dommage. Bon, posez votre question, Daniel, à Benoît Hamon et on reviendra sur la météo plus tard. La question à Benoît Hamon, elle est très simple. Monsieur Hamon, bonjour Monsieur le ministre, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Je vous ai beaucoup entendu dans vos débats, vous et vos collègues, enfin anciens ministres qui se présentent aux primaires. Et par contre, il y a une chose, moi, qui me tient à cœur. Je suis mère, je suis grand-mère. Et c'est l'éducation. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Qu'est-ce que vous allez faire de plus par rapport à ce que vous aviez fait quand vous étiez ministre et par rapport à ce qui a été fait par vos collègues successifs? Voilà, parce que c'est là où tout se joue. À l'école, au collège, au lycée. Benoît Hamon vous répond, Daniel. D'abord, merci Daniel. Quand je suis arrivé à l'Éducation nationale, il faut s'en souvenir, juste après les élections municipales, nous étions en plein cœur d'une sorte de blocage sur la réforme des rythmes éducatifs. Beaucoup de villes qui ne souhaitaient pas y passer, il a fallu les faire. Et je me suis attaché à réaliser ou à boucler cette réforme qui était une réforme compliquée. Et on a réglé la crise des rythmes scolaires à ce moment-là. N'en demeure pas moins sur ce point qu'il me semble aujourd'hui que l'effort doit être poursuivi pour faire en sorte que les villes qui ont le moins de moyens, disposent de moins d'ingénierie pour pouvoir assurer des activités périscolaires de qualité, continuent à être aidées et même aider davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce sera un point de vigilance pour ce qui me concerne. Au-delà, un mot sur l'école. La principale lacune de l'école française, ce sont les inégalités. C'est-à-dire que l'école hérite des inégalités sociales, hélas, ne parvient pas à les résorber, parfois même rajoute des inégalités scolaires aux inégalités sociales. Il me semble qu'il faudra travailler sur plusieurs objectifs. Le premier d'entre eux, c'est de continuer la priorité au primaire, donc à la maîtrise des apprentissages fondamentaux, le français et les mathématiques en primaire, mais au-delà de ça, s'intéresser à la caractéristique qui est celle de notre école, c'est-à-dire une école dans laquelle il existe des ghettos scolaires qui sont liés aux ghettos territoriaux. Et nous avons un gros problème de mixité sociale. Je ne vois que deux manières de résoudre cette réalité des ghettos sociaux et scolaires. D'abord, revoir les conditions de la carte scolaire et de la sectorisation de façon à ce qu'on puisse faciliter la mixité dans les écoles. Mais aussi dire et ouvrir un dialogue avec le secteur privé pour voir de quelle manière le secteur privé peut s'associer à cet objectif qui est un objectif éminent de mixité sociale, de façon
sens que nous ne nous retrouvions pas dans une situation où nous constatons, dans les faits, que notre école, à raison aussi de ses méthodes d'évaluation, de la façon dont elle trie par l'échec, de la difficulté qui est celle aujourd'hui pour un jeune issu d'une famille modeste de pouvoir finalement avoir les mêmes chances que les autres, nous continuerons à avoir une école distinguée en Europe comme une des plus inégalitaires. J'en termine par un mot. Je veux, ce sera un de mes engagements, créer un service public de l'aide aux devoirs. Je m'explique. Les inégalités se nouent où? Au moment où, quand on sort de la classe, on est confronté à ce qu'il vous reste à faire, notamment les devoirs, ce qui relève des apprentissages hors de la classe. Et dans ces apprentissages hors de la classe, là, les inégalités reviennent en bloc. Il y a les familles dans lesquelles on a les moyens de secourir, d'aider, d'accompagner un enfant qui est un enfant qui peut faire un séjour linguistique, disposer de cours particuliers, dispose de, on va dire, du capital social, culturel et économique de ses parents, et puis ceux qui n'ont pas ce bénéfice-là. Il faudra donc penser demain, ce qui suppose des recrutements, que nous ayons en plus du temps de la classe, un service public de l'aide aux devoirs qui garantisse justement que les enfants qui sont les enfants les plus en difficulté et qui pourraient être les plus ralentis à l'extérieur de l'école par des difficultés sociales puissent disposer de toutes les chances de pouvoir réussir comme les autres. Ce sera un engagement fort, comme je souhaite par ailleurs renforcer la formation continue des enseignants, comme je souhaite modifier les conditions d'orientation en fin de troisième, comme je souhaite faire véritablement, puisque ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, des filières technologiques et filières professionnelles des lieux d'excellence. En clair, qu'on arrête cette hypocrisie qui disent qu'on trouve que la filière professionnelle et la filière technologique est bonne pour que tous les parents veuillent mettre en fait dans les faits leurs enfants à la filière générale. Et en France, on ne considère pas, hélas, au moment de la formation initiale, que l'excellent pâtissier vaut autant que l'excellent philosophe. Moi, je pense qu'on doit tendre à ce que l'excellence en pâtisserie, par exemple, ou dans tout autre domaine, soit aussi respectée que l'excellence en matière de philosophie ou de mathématiques. Une autre question au standard de France Inter. Gérard nous appelle de l'Hérault. Bonjour Gérard et bienvenue. Posez votre question à Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour monsieur Hamon. Bonjour. Une question concernant les énergies renouvelables. Les spécialistes pensent qu'il y a un grand gisement d'emplois à créer si l'on travaille sur les énergies renouvelables. Êtes-vous favorable à un redéploiement assez important de l'État en direction des énergies renouvelables pour créer de nouveaux emplois? Benoît Hamon vous répond, Gérard. Oui, d'abord en opérant, première chose, la transformation de notre mix énergétique, c'est-à-dire enfermant les centrales nucléaires qui doivent l'être parce qu'elles arrivent en fin de vie, parce que je rappelle qu'une centrale dont on allonge la durée de vie coûte plus cher en maintenance, en entretien, ça nous coûte très cher, que nous pouvons là construire par ailleurs des savoir-faire dans le démantèlement des centrales nucléaires qui peuvent être non seulement utiles à notre propre parc nucléaire, mais utiles à l'exportation parce que ce sont des savoir-faire dont on aura besoin dans le monde à venir et que nous fassions en sorte... Ça coûte cher de démanteler, Benoît. Ça coûte cher, mais on peut aussi organiser la transition écologique de façon à ce que, à terme, nous disposions non seulement d'une économie décarbonée... Oui, mais je le regrette. Je le regrette notamment quand l'État actionnaire de l'opérateur électrique numéro 1 ne se donne pas les moyens justement de faire de cet opérateur le principal acteur de la transition écologique. Et cette question-là est une question aussi centrale. L'EDF doit jouer parfaitement son rôle dans ce domaine-là et ne pas simplement mobiliser l'essentiel des investissements au maintien de son savoir-faire nucléaire. On pense notamment au projet Hinkley Point. Logiquement, ils sont capables. Est-ce que EDF, qui a fait 40 ans, 50 ans de nucléaire, 100% nucléaire, est capable de changer son esprit et de faire du développement, ou est-ce qu'il faut créer une nouvelle boîte, quitte à ce qu'elle soit publique? Oui, il en est capable, d'abord parce que les savoir-faire existent, parce qu'ils en font déjà, et que nous n'avons pas d'autre choix, d'une part, de faire en sorte que notre modèle énergétique soit beaucoup plus sobre, efficace et fondé sur les énergies renouvelables. Moi, je suis évidemment très attentif aux différents scénarios de l'ADEME, de Négawatt, etc., pour faire monter en puissance ce qui relève de l'hydroélectrique, de la biomasse, de l'éolien offshore. Il y a une multitude de solutions. Je regardais dernièrement, je voyais qu'on était en train de travailler sur du photovoltaïque organique avec des capacités de production d'énergie qui, à terme, pourraient être considérables. Dans ce domaine-là, nous avons besoin de mobiliser les investissements. Nous avons besoin de faire en sorte que le plan Juncker vienne augmenter les capacités qui sont les capacités de production d'électricité, comme c'est le cas dans le domaine de l'hydroélectrique. Sachez qu'il va y avoir 40 centrales hydroélectriques dont les concessions vont être renouvelées bientôt. Peut se poser la question de savoir, d'ailleurs, quelles exigences on pose à ceux qui disposent de ces concessions de façon à ce qu'ils investissent davantage et ce qu'ils fassent monter les capacités de production. Il y a là des questions tout à fait centrales. Moi, je veux m'intéresser au triple volet. La sobriété,
l'efficacité et les énergies renouvelables. Ça ne peut pas être qu'un objectif qui consiste à faire monter les énergies renouvelables sans s'intéresser à nos usages, le fait de privilégier des modes de transport qui soient plus propres, plus économes en énergie, et l'efficacité de nos logements, de ce qui relève aujourd'hui de nos mobilités. Toutes ces questions sont liées, elles supposent une ambition considérable et qui, je le dis, ne peut pas être remise en cause juste parce que psychologiquement, la gouvernance d'EDF ne serait pas tout à fait capable de suivre ce qui est le désir du peuple. Les salariés qui travaillent dans les centrales que vous allez fermer, vous les faites travailler dans les énergies renouvelables? Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Évidemment, on ne peut pas dire, écoutez, ils savaient entretenir un réacteur nucléaire, ils sauront faire fonctionner une éolienne. Cela étant dit, il y a évidemment des dispositifs de formation et de reconversion qui peuvent être mis en place. Il faudra se poser la question de savoir comment ces salariés sont aussi mobilisés à assurer le démantèlement de ces centrales nucléaires, parce qu'il y a quand même des enjeux assez considérables dans ce domaine-là. Vous l'avez chiffré, ce démantèlement d'ailleurs. La Cour des comptes nous dit l'objectif de 50% de nucléaire de moins d'ici 2025, ce que vous suggérez, ça coûte, il faut fermer un tiers des centrales existantes. Ça coûte un fric fou. Oui, c'est 75% de notre électricité. L'objectif, c'est que... Oui, non mais attendez, la question c'est quel type de risque voulons-nous prendre? Moi, je veux poser les choses telles que je les vois. D'abord, on vient de se rappeler que le nucléaire n'est pas sans risque. Fukushima, ça n'est pas sans risque. Et nous avons un modèle qui est un modèle qui s'est fondé sur le nucléaire avec un coût considérable. Ce qu'on ne dit pas, c'est que demain, l'entretien et la maintenance de notre parc nucléaire va nous coûter encore plus cher qu'aujourd'hui. Donc, il y a des choix politiques à faire. Voulons-nous demain faire en sorte qu'on consomme d'abord moins d'énergie carbonée? Oui. Comment? Est-ce que c'est par plus de nucléaire, comme le disent certains, ou le maintien de notre parc nucléaire, ou par l'augmentation du parc d'énergie renouvelable? Moi, mon choix politique, et qui me semble être en résonance avec les choix des Européens en particulier, c'est de nous fonder sur l'augmentation de la part du renouvelable dans le mix énergétique. Ça c'est l'Allemagne essentiellement. Oui, non, mais l'Allemagne, mais toutes celles et ceux aujourd'hui qui se préoccupent de savoir quel air on respire. Pardon, on vit des épisodes, on est quand même dans une période on sort d'épisodes de pollution, là. D'épisodes de pollution, et deux, on constate que la fonte des glaces va beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Une campagne, c'est formidable dans les rencontres que l'on fait, mais je rencontrais des légumiers à Saint-Malo qui me disaient que maintenant on fait, je vais vous donner un exemple... Le chou-fleur. C'est le chou-fleur. On a adoré votre... Pendant un an. Alors, eux ne s'en réjouissent pas. Ils sont contents d'en faire, mais ils ne se réjouissent pas du réchauffement. Mais ils constatent qu'avant, on faisait du poireau, maintenant, on fait du chou-fleur. Que dans les faits, il y a des variations dans les récoltes attendues qui sont considérables à raison des épisodes climatiques. Les pêcheurs pêchent du poisson tropical dans des eaux qui étaient des eaux jusqu'ici froides. Et tout ceci ne serait sans conséquence. Nous sommes face à des processus qui peuvent être irrémédiables et vis-à-vis desquels l'activité humaine, la manière dont nous nous comportons en termes de sobriété, l'activité humaine dans la manière dont nous faisons en sorte que ce que nous produisons soit plus économe en énergie, et la manière dont ce que nous produisons peut être, positif sur notre environnement, c'est-à-dire rejette moins de gaz à effet de serre, ces questions-là sont des questions centrales. En tout cas, moi je vous le dis, comme père de famille, je m'alarme de voir que les épisodes auxquels sont exposées mes filles, comme les enfants avec lesquels elles sont, en matière de pollution, sont des épisodes qui mettent en danger leur santé. Et je m'interroge surtout sur le monde dans lequel elles feront elles-mêmes des enfants. Moi, je m'interroge, tout ça n'a plus de sens. Ça veut dire quoi, sortie du diesel en 2025? Ça veut dire que l'essentiel des investissements sur lesquels... de rouler ça veut dire qu'on aura d'abord une fiscalité qui soit moins favorable au diesel, qu'on organise ce qui s'est fait dans d'autres pays, le fait qu'on y ait moins de primes au diesel et davantage aux mobilités propres, et que puisqu'on a du crédit impôt recherche, puisqu'on a des grands opérateurs automobiles, ceux-ci se concentrent sur le véhicule hybride, sur les capacités de stockage d'énergie, sur le moteur électrique, sur toutes ces formes d'innovation pour lesquelles on met beaucoup d'argent dans le cadre du crédit impôt recherche, qui doivent participer d'une stratégie qui est une stratégie de mobilité propre. En clair, je considère que tous les acteurs industriels dans lesquels l'État joue un rôle doivent être orientés dans leur gouvernance vers ces objectifs stratégiques de transition écologique et énergétique. Et vous résistez aux lobbies contre lesquels personne ne résiste en général. Ah ben écoutez, moi je le dis souvent. Quand le bisphénol A a été interdit, j'étais ministre de la Consommation. Bisphénol A dans les contenants alimentaires. On sait qu'il y a aujourd'hui, dans ce que l'on mange, dans ce que l'on respire, dans ce que l'on touche, des perturbateurs endocriniens. Moi, je n'ai pas eu la main qui a tremblé. Je n'ai pas, au moment de savoir si oui ou non il fallait accepter un délai supplémentaire, autoriser des délais supplémentaires pour continuer à polluer la Méditerranée ou pour accepter le Roundup ou d'autres pesticides, etc. Moi, je considère que là où il y a un soupçon de dangerosité, quand 100 scientifiques
sans scientifiques, se fondant sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, nous disent les perturbateurs endocriniens font exploser les cancers, les maladies chroniques, le développement du fœtus, le développement de l'embryon, les pubertés précoces des enfants, quand on a autant de documentation, on organise les choses de telle manière que les industriels substituent à ces substances toxiques des substances non toxiques, on évite ce qui est en train de se passer, et je salue le travail de Marisol Touraine qui a introduit la notion d'exposome, c'est-à-dire la durée à laquelle on est exposé à ces perturbateurs endocriniens, au cocktail de perturbateurs endocriniens et qui produisent des maladies. Ça supposera une nouvelle politique de santé fondée sur la prévention, notre comportement, qu'on ait une meilleure alimentation, plus équilibrée, qu'on soit plus mobile, un peu moins sédentaire, mais ça suppose aussi que la puissance publique prenne ses responsabilités. Et là où il y a un soupçon de dangerosité sur un certain nombre de ces substances, moi je pense qu'il faut être intransigeant parce que, je vous le dis, nous nous préparons à des scandales sanitaires et environnementaux considérables. Allez. Moi, je ne serai pas celui qui aura accepté que, alors qu'on a tous les éléments pour décider, on ne prenne aucune décision dans ce domaine-là. On repasse au standard de questions politiques. France Inter, questions politiques. Intervenez au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Question Paul. Merci d'avoir patienté, Christelle. Vous nous appelez de Paris et Benoît Hamon vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Hamon et bonjour Christelle. aux journalistes sur le plateau. Voilà, j'ai deux questions à vous poser. Donc, Laure, vous étiez invité sur le journal de France 3 et on vous a montré un reportage où des femmes musulmanes étaient interdites dans un café à Sevran. Et vous avez déclaré que historiquement, à l'époque des cités ouvrières, les femmes n'allaient pas au café. Donc j'aimerais que vous précisiez votre position là-dessus et que vous nous dites s'il y a des lieux où les femmes n'auraient pas droit de citer. Et deuxième question, vous êtes un élu de Trappes et même s'il y a des artistes qui sortent de Trappes, il y a aussi des djihadistes, enfin des jeunes qui se dirigent vers le djihadisme. Donc je voudrais savoir, voilà, en tant qu'élu, est-ce que vous sentez responsable ou qu'est-ce que vous pensez faire en général sur le djihadisme. Voilà, merci. Benoît Hamon, d'abord sur cet épisode, cette anecdote, les femmes dans les cafés ouvriers. Ce qui n'est pas une anecdote, là où les cafés sont effectivement en tout cas, interdits. Vous avez lu des reproches. Oui. Pourquoi ? Parce que le tort des fois de vouloir faire des raisonnements, et je veux dire les choses très clairement. Moi, on ne me trouvera jamais du côté de l'indulgence ou de la nuance dès lors qu'il y a du sexisme, dès lors qu'il y a des attitudes qui sont ouvertement et caractérisées comme telles sexistes. C'est la raison pour laquelle je suis le seul des candidats à la primaire à proposer un dispositif nouveau en matière de lutte contre les discriminations et le sexisme. J'observe que aujourd'hui, nous n'avons pas d'autorité de contrôle ou d'administration de contrôle, pardon, nous avons une autorité avec le défenseur des droits, qui protège efficacement les Français de la réalité du racisme, des discriminations ou du sexisme. Et donc là, vous serez sanctionné pour avoir dit ce que vous avez dit ? Je veux créer la chose suivante. Il y a par exemple en France une autorité de la concurrence, autorité indépendante, et à côté, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Elle vérifie si un commerce ou une entreprise respecte les droits des consommateurs. Je souhaite que demain, nous disposions d'une police des discriminations, c'est-à-dire d'un corps de fonctionnaires qui s'assure que dans l'accès à des loisirs, à des cafés par exemple, dans l'accès au logement ou l'accès à l'emploi par les entreprises, nous puissions avoir des tests qui soient faits de telle manière que les entreprises, les propriétaires, les cafés qui seraient aujourd'hui d'une manière ou d'une autre responsables d'une attitude qui soit raciste, discriminatoire ou sexiste, soient condamné, c'est-à-dire comme ça se fait en matière de répression des fraudes, on fait un procès verbal. Si le procès verbal n'est pas respecté, ensuite on ferme. Moi aujourd'hui, je vous le dis, il y a des agents de la DGCCRF, administration que j'ai dirigée, qui se font passer pour des clients sur des commerces par Internet par exemple, et qui voient qui triche et qui ne triche pas. Et quand on sait qu'on triche, procès verbal, et le cas échéant, on firme à cet Internet. Donc, ça veut donc dire que dans ce domaine-là, moi, je prends des engagements, et des engagements précis. J'y ajoute qu'en matière d'égalité femmes-hommes, je suis aussi le seul, je crois, à demander ce que les délais de prescription sur le viol soient portés à 20 ans. Je suis le seul à avoir fait de cette question de l'égalité femmes-hommes une question centrale et depuis les premières semaines de mon programme. Première chose. Et comme élu de Trappes sur la question de la réalité des jeunes qui partent. Oui, il y a des jeunes trappistes qui sont partis faire le djihad en Syrie ou en Irak. Et c'est la réalité d'un pays, pas que de quelques villes de banlieue, où des jeunes considèrent aujourd'hui que c'est dans ces pays-là
qu'il faut aller faire la guerre au nom de l'idée qu'ils se font de l'islam, et une idée dévoyée, puisqu'on est là dans du fanatisme, du terrorisme, qui vous amène à penser une religion de manière très éloignée de ce qu'en sont les grands principes. Moi, je pense que l'effort doit porter sur quoi ? À la fois sur la prise en charge de la déradicalisation, et on en entend beaucoup parler, mais aussi sur un autre aspect, sur la prévention de la radicalisation. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, ça n'est pas simplement que quelqu'un qui a été djihadiste, islamiste radical, ne le soit plus, c'est de quelle manière aujourd'hui éviter que le conspirationnisme, le complotisme, cette forme d'écosystème qui est un écosystème extrêmement violent, extrêmement radical, ne conduise pas d'autres jeunes à basculer dans ces formes qui sont des formes, c'est même pas des formes, dans ce radicalisme, dans cette radicalisation islamiste dont on voit bien les conséquences extrêmement graves. Je vais faire droit suite à notre auditrice. Vous avez globalisé tout à l'heure au nom de la non-discrimination, si bien que dans votre discours, on avait l'impression que c'était à la fois le testing dans les boîtes de nuit, les CV anonymes, ça mélangeait tout. Je reviens aux femmes. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls, quand il considère que le voile est un élément d'asservissement, est un intégrisme de la laïcité, ou est-ce que effectivement vous considérez que la recrudescence du port du voile comme emblème politique dans un certain nombre de non mais emblème, n'exagérons pas non plus. Attendez, je vous demande votre position. Mais je vais vous la donner. Ah non, absolument pas. Il y a peut-être un peu moins que Manuel Valls. Moi, je considère que la laïcité, c'est le fait de pouvoir faire vivre ensemble ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Même quand cette religion peut avoir des signes de visibilité extérieure. Ils existent. Il existe aujourd'hui un islam identitaire qui, dans certaines parties de notre territoire, est une forme d'identité de consolation. Identité de consolation parce qu'à défaut de pouvoir vivre ensemble, on ne vit entre soi. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je suis de ceux, et qu'il a assumé depuis le début, qui refusent un double déni. Le premier déni, ce serait celui d'un certain nombre de musulmans qui disent le djihadisme n'a rien à voir avec nous, c'est une forme dévoyée d'islam, ça n'interroge absolument pas les musulmans. Oui, forcément, dès lors que quelqu'un se saisit d'un texte sacré et qu'au nom de ce texte, il veut imposer sa loi à tous les autres, cela concerne les musulmans. Il n'y aurait rien de pire que de dire ça n'est pas l'islam et de se contenter de cette réponse-là. Premier déni. Le second déni, il est celui de la République. Et j'invite à ce que chacun s'interroge sur le fait que on baisse les moyens qui sont ceux des associations d'éducation populaire, des associations laïques dans les quartiers. On assure des politiques qui sont des politiques de rigueur budgétaire qui se traduisent par moins de moyens pour les acteurs de terrain. Et après, on s'étonne du développement, aujourd'hui, de formes cultuelles, religieuses, de socialisation des populations. Le déni, il serait de ne pas regarder ce que sont nos responsabilités sur le nombre de Français. Voir la multiplication des femmes voilées. Non, la question est ça. Vous avez des filles. Je ne suis pas choqué. Alors je vais vous dire, moi je refuse l'interdiction du voile à l'université. Ouais. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Je considère aujourd'hui qu'il y a une forme de stigmatisation au sens où, quand on ne sait pas résoudre les problèmes, on se crée une polémique avec les musulmans. Moi, je considère que, oui, dans le port du voile, quand c'est un voile qui recouvre l'ensemble du corps, quand il dit que la femme est impudique, ça me pose problème. Mais en même temps, je le dis, qu'une femme en foulard et qui porte un foulard fasse une sortie scolaire, ça ne me pose pas problème, sauf à accepter qu'il n'y ait plus de sortie scolaire dans une partie du territoire. Donc, regardons la laïcité telle qu'on en a hérité, ne la dévoyons pas nous-mêmes. La laïcité, la loi de 1905, je le rappelle, Aristide Briand disait « cette loi, si elle doit être interprétée, doit l'être dans le sens le plus libéral. Elle fait en sorte que l'État soit neutre, mais que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas puissent vivre ensemble. » Eh bien moi, je crois qu'il faut en rester là, et je me méfie, sinon je dénonce, la laïcité utilisée comme un glaive contre une seule religion. Fillon qui dit qu'il est chrétien, ça vous choque. Et vous, est-ce que vous diriez catholique ? Je suis, mes racines sont catholiques, mais mon identité ne se résume pas à cela. Mais j'assume parfaitement. Mon identité est une narration, comme l'identité d'une nation. Mais donc Fillon, il en fait trop ou pas ? Il fait ce qu'il veut. Moi, je le dis, j'assume parfaitement que pour la France, nos racines soient judéo-chrétiennes, mais ça ne dit pas tout de la France. Je suis baptisé, mais ça ne me remplit pas. J'ai été élevé en Afrique, mais ça ne me remplit pas. Je suis socialiste, mais ça ne me remplit pas. Tout ça est une narration, et il n'y a rien de pire que de situer l'identité dans une position, on va dire, fixé ou fixiste, je ne sais pas comment le dire, figé en quelque sorte. Oui, et de ne pas voir que nous nous construisons, comme je me construis encore dans mon identité, par une multitude d'influences. Et c'est la raison pour laquelle catholique en ce moment en France. Est-ce que vous comprenez, vous saisissez cette remontée d'un catholicisme culturel ou religieux plus fort qu'il y a une vingtaine d'années ? Et militant. Et militant ? Je le vois, je l'observe. Je n'y vois pas forcément un bon signe. En même temps, s'il est respectueux des règles démocratiques, cela me va. Mais quand il remet en cause, aujourd'hui, le principe de l'avortement, cela ne me va pas. Quand aujourd'hui, un certain nombre des lois de la République seraient remises en cause au nom
d'une conception de la religion catholique ou de l'islam, cela ne me va pas. Et en même temps, je me réjouis d'une contribution, celle du pape François au débat sur l'accueil des migrants. Là, le pape François, autorité spirituelle, chef d'État aussi, mais dit à l'Europe ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. C'est que quand on accueille une fraction aussi ridicule du nombre de personnes déplacées dans le monde, ça n'est pas à l'honneur du projet européen. Je rappelle que sur 100 personnes déplacées dans le monde, 2 seulement viennent en Europe. Et sur ces 2, il y en a 1,5 en Allemagne. Et sur les 0,5 qu'il reste, il y en a encore la moitié qui va en Suède. Le reste de ces personnes est réparti entre les pays européens. J'ai été l'auteur d'un rapport sur le Liban. D'un rapport parlementaire avec le député Axel Poniatowski. Nous avons travaillé sur ces questions-là. Quand nous étions au Liban, dans les journaux arabophones, il y avait des encarts publicitaires achetés par la Hongrie et par le Danemark, je crois, pour dire aux réfugiés ne venez pas. Et pourtant, le Liban accueille un tiers de sa population, comme si nous accueillions 20 millions de réfugiés chez lui. Sachez, par exemple, je dis d'un mot, que les contributions qui sont celles des nations européennes au programme alimentaire mondial et au HCR ne couvrent que 40% des besoins des populations et des réfugiés là-bas pour se nourrir décemment. Ça veut donc dire que tant sur le plan financier que dans la manière dont nous sommes prêts à accueillir les Syriens, nous ne faisons rien, ni pour qu'ils restent là-bas et retournent chez eux, ni pour les accueillir là où ils fuient les persécutions. Je trouve, je le dis, que c'est un des plus grands échecs du projet européen ces dernières années. Il me navre, me consterne chaque fois que je vois que... jusqu'au bout, vous, président, du coup, la France, le visa humanitaire sera utilisé. Que... Moi, président, je ne vais pas reprendre cette formule-là. Non, mais vous pourriez accueillir... Enfin, la France pourrait accueillir jusqu'à combien de... C'est pas jusqu'à combien. C'est pas comme ça que cela se passe. Plus. Moi, non, mais plus que à l'évidence, plus. Okay, il y a des villes qui accueillent chaque année, en évolution de leur population, 5 000, 10 000, 20 000 habitants nouveaux. Et on nous explique qu'on pourrait, à l'échelle de la France, ne pas accueillir 30 000 réfugiés de plus. Vous auriez pu faire ce que Angela Merkel a fait, par exemple. Mais j'aurais fait davantage, et avec un dispositif où, non seulement, je pense que les visas humanitaires doivent être utilisés pour que les personnes n'aient pas à passer la Méditerranée dans les conditions où elles sont et mourir. 2, remettre en cause des accords de Dublin qui font porter l'essentiel de l'effort sur les pays les plus vulnérables et les plus pauvres, en l'occurrence la Grèce et l'Italie. Et 3, faire en sorte que demain, celui qui demande l'asile, pour qu'il puisse s'intégrer et qu'il puisse être en situation de pouvoir jouer un rôle dans la société, apprenne le français correctement et travaille. Le modèle allemand, là, vantons-le, il permet l'intégration des personnes réfugiées. Mais attendez, l'extrême droite, elle monte partout. En France, on n'accueille pas les réfugiés, on les accueille beaucoup moins et l'extrême droite monte encore. Donc l'extrême droite, elle monte partout. La question, c'est peut-on combattre l'extrême droite sans propulser en face une politique qui soit une politique qui tourne le dos justement aux principes selon lesquels la seule solution c'est de fermer les frontières. On anticipe à raison du réchauffement climatique, des détresses économiques et des évolutions des sociétés en Afrique ou en Asie, 1 milliard de personnes déplacées sur les 7 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un mur, comme M. Trump propose de le faire à la frontière avec le Mexique. Tout ça n'a aucun sens. Repassons au standard, laissons la parole à nos auditeurs qui sont nombreux. Jean-Pierre, vous êtes dans le Finistère, je crois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour aux journalistes de France Inter et bonjour M. Hamon. Bonjour Jean-Pierre. Voilà, si la droite est aujourd'hui en position de l'emporter aux élections présidentielles, c'est quand même à cause de la politique menée par messieurs Hollande et Valls qui ont découragé une grande partie des gens qui ont voté pour monsieur Hollande en 2012. Et monsieur Hamon a combattu cette politique au moins depuis son départ du gouvernement. Or, il dit en même temps que si M. Valls l'emporte aux primaires du Parti socialiste, il se ralliera derrière lui et l'aidera à continuer finalement cette politique. Et si par extraordinaire cette politique continuait, cette fois, c'est pas la droite classique qui risquerait d'arriver au pouvoir, mais la droite la plus extrême. Alors, je pense qu'il y a là une incohérence et chercher l'erreur. Il va
tenter, Benoît Hamon, de vous l'expliquer. Il n'y aura pas d'erreur, Jean-Pierre, si vous m'aidez, si vous faites en sorte que le 29 janvier, ce soit moi qui soit le candidat, première chose. Deux, se mettre dans la situation pas du pire, mais en tout cas, le scénario qui est le scénario, à mes yeux, effectivement, le moins favorable pour la gauche, parce que je pense que si Manuel l'emportait, il ne serait pas en situation de pouvoir rassembler la gauche. C'est l'option prise par Jean-Pierre, ça n'est pas celle que je prends, sinon je n'aurais pas été candidat. Et je le redis depuis le début, on l'a évoqué dans le fait que aujourd'hui il y a plus d'adhésion à ce que je pense. Moi je ne suis pas candidat parce que je crois utile de faire entendre une petite musique pour ensuite retourner tranquillement dans la pénombre. Je pense aujourd'hui qu'il y a besoin de changer de cadre. C'est ce que j'essaye de développer. Et ma conviction, c'est que ces idées que je développe depuis maintenant, pas seul d'ailleurs, depuis plusieurs mois, ces idées vont devenir majoritaires. À quelle échéance peuvent-elles l'être dès le 29? Je le crois. Mais je crois aujourd'hui que sur cette question de la transition écologique, du rapport au travail, de la prise en compte aujourd'hui de la protection sociale des années à venir, je crois que ces questions-là sont des questions centrales. J'y ajoute, c'est ce qui fait ma différence avec Manuel notamment, et peut-être avec Vincent, que je n'ai pas un rapport à la Ve République qui consiste finalement à penser que tout se joue dans la figure providentielle du candidat qui, par son génie personnel, détiendrait la solution à tous les problèmes des gens. Alors, regardez nos carrières. Si un seul d'entre nous a été providentiel comme ministre, député ou toute autre chose, voyez-le, et c'est valable pour tous les autres candidats. Je le redis, une forme d'immaturité aujourd'hui des responsables politiques à se penser comme des génies capables de sauver le pays. Moi, je ne le crois pas. Une autre question. Frédéric est à Pau. Bonjour et bienvenue, Frédéric. Oui, bonjour à tous. Bonjour Benoît Hamon. Je voudrais vous parler de la primaire et de votre programme. Le 2 octobre, le Parti Socialiste, dont vous faites partie, a ouvert sa primaire à d'autres que le Parti Socialiste et la Belle Alliance. Nouvelle Donne s'y présentait, puisque vous aviez invité également Mélenchon et Jadot, en croyant, disons qu'on allait être accepté, puisque Nouvelle Donne voulait participer à ce genre de primaire depuis ce qu'avait proposé Piketty en janvier. Et puis, notre grande surprise, on a été viré par M. Cambadélis, dont Nouvelle Donne a été privé de parole de façon non démocratique. Sans que personne au Parti Socialiste ne s'en préoccupe, c'est ma première question. Et la seconde question concerne votre programme. Je vous l'ai dit à Pau, votre programme est fantastique. Il est celui de Nouvelle Donne à peu de choses près, c'est-à-dire la fin de la croissance, la robotisation comme cause du chômage, la réduction partage du temps du travail. Enfin, ça fait 20 ans que Pierre Larouturou porte cette idée, je ne vous ai jamais entendu la porter. Le revenu de base, nous l'avons proposé aux Européennes en 2014. La participation de la BCE pour la transition écologique en Europe, c'est les 1000 milliards pour le climat que nous proposons. L'harmonisation fiscale en Europe, c'est Nouvelle Donne. Fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, Frédéric, également... on va laisser Benoît Hamon vous répondre. On a compris le sens de votre question. Benoît Hamon, qu'est-ce que vous dites à Frédéric? Ce que je lui ai dit quand il m'a interpellé dans une réunion, c'est quand les idées sont bonnes. D'abord, je veux lui dire, c'est que quand elles sont bonnes, c'est mieux qu'elles soient partagées, parce qu'elles ont peut-être une chance, dès lors qu'elles débordent d'un seul petit parti politique, d'être mise en œuvre. Deuxième chose, la réduction du temps de travail. Il m'expliquait que j'en ai jamais parlé, moi qui étais conseiller de Martine Aubry au moment où on a fait les 35 heures, c'est une curiosité. Mais surtout, lui dire que ces idées-là, fort heureusement, d'abord ne sont la propriété de personne, sauf à ce qu'il y ait des droits d'auteur déposés sur les bonnes idées, mais aux États-Unis, en Europe du Nord, en Europe du Sud, en Afrique, on pose ces questions-là. Et il faut se réjouir que des grands partis politiques, des grandes figures, j'évoquais tout à l'heure Bernie Sanders, mais il est un de ceux qui a travaillé aussi sur le revenu universel, portent ces batailles-là. Donc, sortons de nos petites boutiques et regardons la réalité. C'est que quand les idées débordent, il est plutôt sain qu'elles le fassent, surtout si elles peuvent permettre de rassembler. Voilà. Allez, il est 13h49 bientôt. Questions politiques sur France Inter, en partenariat avec Le Monde. Et nous abordons les questions numériques avec l'équipe des Pixels du quotidien Le Monde, Damien Leloup qui nous rejoint. Bonjour Damien. Bonjour. Vous nous parlez cette semaine du CES de Las Vegas que tout le monde connaît bien.
Tout à fait. Alors, le CES de Las Vegas, c'est la grand-messe des objets nouvelles technologies où chaque année on présente de nouveaux gadgets, la plupart connectés à Internet. Est-ce que vous, à titre personnel, ça vous intéresse d'avoir un frigo connecté qui vous envoie un tweet quand il n'y a plus de lait dans le réfrigérateur? Bien sûr, moins ça, Benoît Hamon est passionné. moins ça que des objets connectés qui permettent à une personne âgée, là par contre, de mieux se soigner. Ça, c'est extrêmement utile et on voit qu'il y a des innovations de ce point de vue qui sont précieuses dans le domaine de la santé, du suivi de la santé ou de l'état de santé notamment des personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Il y a des prouesses aujourd'hui technologiques et numériques qui font entrevoir une progression des usages considérable. Après, tout le problème, il est le suivant, c'est que le progrès technologique qui dépend de l'usage qu'en font les hommes pour savoir si c'est un progrès ou une régression. Il y a bien des technologies nouvelles qui ont été utilisées contre l'humanité et il me semble qu'il faut se concentrer sur le bon usage. C'est intéressant justement que vous le mentionniez, puisque les données de santé, les données médicales, c'est quelque chose d'extrêmement sensible en droit français et de façon générale. Et on voit que les objets connectés, il y en a beaucoup qui sortent chaque année et il y en a aussi beaucoup qui sont très mal protégés. En fin d'année dernière, il y a eu une série d'attaques informatiques qui ont utilisé des réseaux d'objets connectés pour mener ces attaques. Est-ce que c'est normal que moi je puisse aller demain dans un magasin et acheter une caméra de vidéosurveillance qui n'est pas protégée par un mot de passe et qui peut être détournée en quelques instants? Vous touchez là aux grandes questions démocratiques. C'est que nous sommes en train d'assister à une évolution technologique considérable sans que nous ayons posé la question de savoir qui est propriétaire des données qui nous concernent, qui a des informations sur nous, qui est en capacité, à travers la propriété de ces données et l'exploitation de ces données, de guider pour partie nos existences. Est-on face ou ferons-nous face demain à des puissances économiques privées avec un pouvoir supérieur à celui des États? Je vous invite, puisque vous êtes spécialiste du numérique, à lire l'excellent essai de M. Evgeny Morozov qui a évoqué ce qu'était le mirage du numérique, c'est-à-dire le risque qui existait que pas simplement les GAFA, c'est-à-dire les grands géants du numérique, mais d'autres sociétés puissent davantage guider nos existences grâce à l'exploitation des données qu'on leur a consenti plus ou moins consciemment, et que demain, sans qu'aucune des questions démocratiques n'ait été posée, les États se retrouvent bien impuissants à y faire face. Moi, je ne crois pas, par exemple, que la réponse ce soit, par exemple, la souveraineté en matière de data center. Je pense que on a peut-être une solution qu'il faut améliorer, le fait qu'il y ait des data centers en France, mais dans les faits, je crois que peu importe la localisation, le risque, c'est toujours que les informations fuitent, qu'il y en soit fait mauvais usage. Je pense par ailleurs qu'en matière de numérique, puisque vous m'invitez à en parler, moi je me défie de ces modèles qui sont des modèles présentés comme on va dire des pépites de l'économie collaborative ou du partage, pire, comme Uber, où on se retrouve dans une situation où, grâce à une plateforme, on nous fait croire que des gentils utilisateurs rencontrent des gentils auto-entrepreneurs et qu'au bout du compte, on a modernisé une forme d'exploitation au travail qui est celle des chauffeurs d'Uber. Tout ceci au détriment d'artisans qui sont mis en faillite parce qu'ils payent des cotisations sociales et pour enrichir les propriétaires d'une plateforme qui, eux, ne payent pas d'impôts. Le système s'est défendu puisqu'ils se sont mis en grève. Le Parmentier. La technologie ne s'est pas imposée. Mais puisque les monsieur le Parmentier, ils se sont mis en grève, soit. Mais dans quelles conditions aujourd'hui vont-ils obtenir gain de cause, nous ne le savons pas. Et en attendant, les GAFA ont payé combien l'année dernière d'impôts sur les bénéfices des sociétés? 14 millions d'euros. Ils sont en concurrence avec des opérateurs des réseaux de communication, aujourd'hui, nationaux, qui payent 87% de l'impôt sur le numérique, quand les géants du numérique qui sont en concurrence avec eux. Aujourd'hui, vous pouvez passer une communication par Skype, vous pouvez passer des communications par WhatsApp, vous n'êtes pas obligé de passer par les grands réseaux de communication. Et la fiscalité, là, est très favorable aux grands groupes du numérique et très peu aux autres. Donc on a là un vrai problème d'asymétrie fiscale. J'ajoute ensuite que pour ce qui est du numérique et des startups, moi je pense qu'on a aujourd'hui une fiscalité qui, je comprends, vise à faire émerger ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des entreprises qui valorisent à plus d'1 milliard d'euros leur capital et leur activité. Tout ça est positif. On a donc une banque publique d'investissement qui favorise la montée en puissance des business angels qui vont accompagner la croissance de ces entreprises du numérique. Regardons ce que cela a de positif. Regardons aussi qu'on peut faire largement plus en dehors du numérique. C'est-à-dire qu'on crée plus d'emplois en dehors du numérique qu'on en crée aujourd'hui dans le numérique. Damien Leloup, encore une question. Dans les outils de contrôle liés à la fiscalité, bien sûr, et dans le rapport de force, il y a aussi un autre outil qui a été très bien utilisé, notamment aux États-Unis, c'est les class actions. Donc c'est quelque chose qui était présent dans la loi de 2014 qui porte votre nom, mais il y a un élément qui manquait pour beaucoup d'associations dans cette loi, c'était la question des données personnelles, en fait,
tous les manquements, la loi informatique et liberté dans la première version ne pouvait pas faire une class action à la française sur ces motifs. Alors ça vient d'être corrigé en fin d'année dernière, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas inclus cette possibilité dans la loi? Parce nous n'avons pas fait. Pourquoi? Parce que l'action de groupe, je l'ai créée en l'occurrence, elle n'existait pas en France. Ça faisait 20 ans que Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy avaient voulu la faire, mais le lobbying, alors là, avait été puissant. Et nous avions décidé de faire une première action de groupe qui se concentrait sur les contrats de consommation, c'est-à-dire l'essentiel des litiges qui existent, des litiges de masse. Et avec un engagement, je vais reprendre la métaphore de la fusée à plusieurs étages, mais je l'avais déjà utilisé à l'époque, en disant, cette première base nous amènera à étendre le champ d'application de l'action de groupe. L'action de groupe aujourd'hui, elle se déploie, et je vais vous dire, pas assez vite. Moi, je constate que les procédures que nous avons retenues dans ma propre loi sont des procédures qui, dans les faits, rendent le déclenchement d'une action de groupe et son déroulement, son instruction, trop long. Et je crois que non seulement il faut élargir le champ d'application des actions de groupe, ce contre quoi on peut se lever en tant que consommateur sans avoir à faire de démarche dans un procès solitaire, mais en plus largement fluidifier une procédure que je trouve d'ores et déjà, après 2 ans, trop lourde. Ça fera l'objet de propositions que je ferai dans ma campagne présidentielle, puisque je prévois de faire un acte 2 de la consommation. Allez, on repasse une dernière fois au standard de questions politiques avec Marc qui nous appelle des Yvelines. Soyez le bienvenu, Marc. Benoît Hamon vous écoute. Bonjour Benoît Hamon, je vais être très bref. Je partage beaucoup de vos idées. Bonjour. Je partage beaucoup de vos idées, mais quand je fais la liste de tous les sujets que vous allez mettre sur la planche si vous êtes élu, donc l'écologie, avec le diesel, le nucléaire, la défense, l'éducation nationale, la santé, les hôpitaux et tout le reste, la question que je vous pose, moi je fais partie des classes moyennes, je suis retraité. Combien ça va me coûter en plus? Et si vous êtes capable aujourd'hui de me dire, Marc, je vais vous prendre 5% ou 10% en plus pendant 3 premières années, après j'arrête et je vous en prends rien de plus. Voilà ma question. Merci Marc pour cette question. Benoît Hamon y répond. C'est une bonne question. La question c'est, les classes moyennes supporteront-elles le coût de politiques qui sont des politiques qui doivent être plus bienveillantes à l'égard des classes moyennes elles-mêmes? En gros, est-ce qu'on les fait payer le fait qu'aujourd'hui le travail est de plus en plus difficile, il est de plus en plus rare, l'air que l'on respire est mauvais et l'éducation ou la santé se font dans des conditions qui sont des conditions discutables? Non, ce ne sont pas sur les classes moyennes aujourd'hui qu'il faut opérer. C'est quoi une classe moyenne en termes de revenus? Juste pour qu'on comprenne. Les classes moyennes, ce sont ceux qu'aujourd'hui qui vivent essentiellement de leur travail et qui, on va dire, moi j'aime pas les mots classe populaire, au-delà aujourd'hui du SMIC jusqu'à ce qu'on a autour du revenu médian, autour de 2000 € en moyenne, on appartient aux classes moyennes, c'est-à-dire quand on a 2 ménages, honnêtement on se paye des vacances mais on se paye pas grand-chose de plus et il faut arrêter d'enfermer dans des classes statistiques. Ce sont tous ces Français qui ont le sentiment qu'aujourd'hui leur avenir à court et moyen terme est peut-être plus précaire qu'il ne l'était hier. Et comment j'y réponds? C'est que j'ai évoqué par exemple la taxe sur les robots. On m'a dit mais Benoît Hamon, c'est absurde. Moi je pense que demain l'assiette des cotisations sociales patronales ne doit pas être le travail, c'est-à-dire le nombre de salariés d'une entreprise, mais la valeur ajoutée, c'est-à-dire la contribution aussi des machines à la création de richesse. Si on ne fait pas cela, si on ne met pas par exemple la contribution, les robots, directement ou indirectement, quand on constate qu'ils se substituent aux hommes, ce qui n'est quand même pas absurde, eh bien, nous n'aurons plus les moyens de financer des politiques qui soient des politiques bienveillantes. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette émission. Merci Benoît Hamon, mais l'heure tourne. Merci d'avoir passé cette heure et demie avec nous à Questions Politiques. Merci à Nathalie Saint-Cric, à Karine Bécard et à Arnaud Le Parmentier. Dimanche prochain, un autre invité. Et d'ici là, le premier débat de la primaire, c'est jeudi soir. Bon dimanche à tous.